On n'est pas habitué, nous, en France, de regarder le monde comme ça, ce point de vue-là. Pour lui, le Groenland, c'est un grand territoire dont on ne tire pas toutes les richesses qui sont présentes, donc ça rentre pas dans son logiciel, je pense, d'une certaine manière. Ils ne veulent donc pas exploiter leur sous-sol. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais c'est aussi ça que le Danemark avait agi d'une manière que certains qualifiaient d'horrible, voire de génocidaire pour d'autres. Les stérilisations forcées, la danisation, l'enlèvement d'enfants, enfin il y a eu des trucs assez fous. 93% des suffrages aux dernières élections l'ont été pour des partis indépendantistes, de la calotte glaciaire à la mer, et c'est ce slogan qui permet de connecter l'oppression vécue des Groenlandais et Groenlandaises avec les autres oppressions des autres peuples à travers le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Reboot, l'entretien de cette nouvelle année 2026. Bonne année au passage. Avez-vous pris de bonnes résolutions, peut-être des projets? Sentez-vous inspiré car un certain Donald Trump, lui, en a plein. Tout juste un an après son retour à Washington, celui qui a tenté de faire annuler les élections en 2020 en poussant ses partisans à envahir le Capitole veut récupérer le pétrole vénézuélien, veut combattre le narcotrafic sur le sol notamment mexicain, travaille à la chute de Cuba, menace d'intervenir en Iran et enfin veut s'approprier, c'est le mot qu'il utilise, le Groenland. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Et ce projet n'est pas qu'un petit point sur sa to-do list 2026. Non, c'est une véritable obsession. Mais bien avant lui, les USA lorgnaient déjà sur son grand voisin glacé avec, en 1867, une première offre d'achat, puis une seconde en 1946. C'est en 2019 que Trump, alors première fois à la tête de la première puissance mondiale, avait réitéré l'offre, encore et toujours rejetée par Copenhague. Aujourd'hui, il n'en démord pas. Il veut le Groenland, de gré ou de force, et tant pis si 86% des États-Unis interrogés pour un sondage CBS YouGov sont contre la méthode musclée et que 70% se sont même opposés à l'idée d'un rachat. Côté Europe, 8 pays, dont la France, ont envoyé des soldats sur place, officiellement pour un exercice en coopération avec les USA, qui ont boudé l'invitation, tandis que plusieurs dirigeants européens ont rappelé ces derniers jours leur opposition à l'annexion du Groenland. Mais voici que déjà, l'Allemagne a rappelé ses quelques 15 soldats déployés sur place. Pour ne pas froisser Washington, ce qui est certain, c'est que l'UE tremble face à celui qui détient les manettes de l'OTAN et qui menace de mesures de rétorsion commerciale le vieux continent tant que Donald n'a pas obtenu le contrôle total et complet du territoire arctique. Mais dans ce nouvel épisode de Reboot, nous n'allons pas commenter les déclarations de Donald Trump ou décortiquer le droit international. Non, je vous propose de faire un pas de côté, car au cœur de ce jeu géopolitique, où prennent aussi place les autres puissances mondiales telles la Chine ou la Russie, quid des premiers concernés, le peuple groenlandais? Il a massivement manifesté ces derniers jours dans les rues de la petite capitale de Nuuk et de nombreuses questions se posent alors. Le Groenland est-il condamné à être un objet de convoitise ? Quel rôle doit encore jouer l'UE sur ce terrain ? On entend souvent que la fonte des glaces ouvre un nouvel Eldorado économique, alors mythe ou réalité ? Et puis, quelles sont les aspirations politiques, sociétales des Groenlandais et Groenlandaises pour l'avenir de leur pays, toujours lié à une vieille puissance impériale et coloniale, le Royaume du Danemark ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité le chercheur en sciences sociales Tanguy Sandré à nous rejoindre ici dans quelques instants. Le temps pour vous qui m'écoutez de vous abonner à la chaîne YouTube et si vous le pouvez, de vous rendre sur jemil.fr/reboot afin de soutenir l'émission via un abonnement mensuel ou un don libre. Mille merci à vous. C'est parti pour Reboot, on appuie sur la touche et on redémarre. Bonjour Tanguy Sandré. Bonjour Jamil. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et bienvenue dans Reboot. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, on va avoir du temps pour parler, c'est l'objectif de cette émission. Est-ce que tu peux te présenter ? On ne se connaît pas en tutoie parce qu'on est bien ici à Reboot. Te présenter ainsi que l'objet de tes recherches. Alors, moi je suis Tanguy Sandré, je suis chercheur en sciences sociales. J'ai effectué ma thèse au Groenland dans une communauté de la côte est du Groenland. Et mes travaux portaient originellement principalement sur les changements environnementaux et climatiques. Et j'ai travaillé à partir des récits de la communauté avec laquelle je travaillais, Itokotormit, sur la côte est. Et chemin faisant, en recueillant ces récits, je me suis rendu compte que le changement climatique prenait beaucoup moins de place que les enjeux de justice et de marginalisation. Donc ma thèse a plus porté sur la justice environnementale et climatique, le rapport entre les savoirs scientifiques et les savoirs locaux et autochtones, et les clashs qui interviennent entre les deux.
et puis plus généralement sur l'histoire coloniale et les rémanences contemporaines de cette histoire au Groenland. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, hein, parce que là, quand tu résumes ce que tu as creusé là-bas, ce que tu as découvert, puisque tu nous dis là que tu es parti avec un certain angle, finalement tu l'as changé, c'est ça en fait. Enfin, tu l'as adapté. C'est complètement ça. C'est souvent ce qui se passe en début de thèse. On a une idée un peu de ce qu'on va faire et on se laisse ou pas. Mais dans ma méthodologie, l'idée, c'est de se laisser porter par le terrain, notamment quand on travaille dans des territoires qui ont une histoire coloniale. Quand on vient d'un pays qui a une histoire coloniale, qui a aussi une histoire coloniale avec le Groenland, ou en tout cas via l'exploration polaire, et les récits des explorateurs polaires français sont des récits aussi empreinte colonialité. Donc voilà pourquoi mon sujet il a évolué, c'est parce que il faut être souple et c'est un peu l'impératif aussi de réflexivité par rapport à notre propre travail quand on s'intéresse à la colonialité, à la blanchité et comment on contribue à produire un récit qui peut être colonial, même sans le vouloir. Parle-moi un petit peu de cette communauté dont j'ai bien retenu le nom, mais je ne pas réussir à le prononcer. Parle-nous un petit peu comment tu les as rencontrés, qui sont-ils, combien sont-ils? Alors la communauté, elle s'appelle Itokotormit. Alors, je vais essayer. Itokotormit. C'est ça, c'est parfait. Et donc cette communauté, elle a une histoire un peu spéciale au sein du Groenland. Ce qu'il faut savoir sur la colonisation du Danemark au Groenland, c'est que cette colonisation, elle remonte au début du XVIIIe siècle, mais qu'elle s'est étendue sur la côte est du Groenland bien plus tard, à partir de la fin du XIXe siècle, donc un siècle et demi plus tard. Et en fait, dans les années 1920, le Danemark faisait déjà face à une rivalité géopolitique pour savoir à qui appartenait ce territoire, et en particulier la côte est, qui était revendiquée par la Norvège, qui venait d'être indépendante depuis 1905. Et donc, la communauté d'Itokotormit, elle a été fondée par les colons danois, plus au nord sur la côte est que les communautés qui préexistaient, afin de montrer que le Danemark était présent sur toute la côte est et d'affirmer sa souveraineté. Et donc, c'est grâce à l'établissement de cette communauté en 1925 que le Danemark a pu avoir un avis favorable de la Cour internationale sur justement la souveraineté danoise au Groenland. Sur sa domination, on peut le dire comme ça ou pas? Sa domination territoriale, ouais. Alors, on va commencer tout de suite avec la première partie. Dans Reboot, si tu ne connais pas encore bien l'émission, eh bien, on prend le temps d'échanger, on prend le temps de s'écouter, plutôt de t'écouter toi, écouter les invités qui arrivent ici et de comprendre le sujet qu'on aborde. Vous qui nous regardez sur YouTube, évidemment, vous connaissez l'émission, vous avez la barre de lecture pour vous retrouver dans les chapitrages de l'émission. Et on débute tout de suite avec la première partie, état des lieux. Alors là, on a un peu cerné l'endroit où toi, tu es arrivé dans ce pays, sur ce territoire, qui est immense. On va en parler maintenant, parce que le Groenland, en fait, on en parle beaucoup ces derniers jours, mais on ne connaît pas grand-chose, en fait, de ce pays, de ce territoire-là. Est-ce que tu peux déjà nous dresser le portrait un peu de cette île, la deuxième plus grande du monde, sa superficie, sa géographie, peut-être même ses habitants, ses paysages? Dis-nous un petit peu. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'extérieur. Même quand on parle du climat, la perspective qu'on a du Groenland est un récit extérieur. Donc le Groenland, c'est un territoire qui est habité à 90% par des Inuits, qui font partie d'une plus large population qui s'étend du coup du Groenland jusqu'en Alaska, en passant par le nord du Canada, ce qui est connu sous le nom de Canada. Et tout ça, ça forme l'Inuit Nunaat. C'est ces trois territoires réunis. Donc 90% de la population est inuite, le reste est danoise principalement. Il y a aussi une immigration de travail, notamment dans la capitale Nuuk. Nuuk, c'est plus d'un tiers de la population du Groenland. C'est un peu plus de 20 000 habitants. Sur une population, capitale, donc, ouais. une toute petite capitale, sur sûr. une population de 56 000, 500 je crois en 2025. Donc voilà un petit peu le contexte et puis la population. Et donc c'est plutôt un pays qui est habité sur les côtes. À l'intérieur, sur la calotte glaciaire, il n'y a aucune communauté. Toutes les communautés sont connectées d'une manière ou d'une autre à la mer. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a aucune route qui peut relier deux villes. Donc les villes sont isolées les unes des autres. Et pour aller d'une ville à une autre, on est obligé de prendre soit l'avion ou l'hélicoptère, ou parfois des bateaux, mais très souvent l'avion puis l'hélicoptère dans les petites communautés comme celle dans laquelle j'ai travaillé. Donc il y a une forme d'isolement géographique des communautés vis-à-vis des autres.
mais une culture commune entre les différents habitants et habitantes du Groenland. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 3 langues. C'est pas une seule langue, le Groenland. Il y a le Kalaallisut, qui est la langue orientale, qui est la langue nationale. Mais il y a aussi 2 autres langues qui cohabitent. Sur la côte est, c'est le Tunumisut. Et puis ensuite, chez les Inuits, dans le nord-ouest du Groenland, c'est le groenlandais du nord qui est parlé. Donc 3 langues qui sont relativement proches. Mais l'interaction entre les 2 langues n'est pas forcément facile. Ce qui fait que la plupart de la population apprend à l'école le groenlandais, en plus du danois et parfois de l'anglais aussi. Comment toi, tu parles quelle langue déjà ? J'imagine que tu parles anglais et que tu as travaillé en anglais ou pas forcément ? Exactement. Moi, mes recherches ont été menées en anglais principalement. Okay. J'ai appris quelques rudiments du Tunumisut, pour le coup, donc le langage de la côte Est, mais pas de manière suffisamment précise pour avoir une discussion et encore moins pour mener des recherches. Donc principalement en groenlandais et C'est parfait. Donc principalement en anglais. Et j'avais des traducteurs, traductrices lorsque je faisais des entretiens. Et je voulais aussi revenir un peu sur le nom Groenland. Ouais. C'est le nom qu'on lui donne en français, c'est le nom qu'on a hérité du danois Groenland. Mais c'est aussi un nom qui tend à être contesté par les Groenlandais eux-mêmes. Le nom donné par les Groenlandais pour leur pays, c'est le Kalaallit. Mais ce nom est un exonyme d'une certaine manière parce qu'il a été donné à la suite des colons scandinaves à partir d'un mot qui signifiait sauvage. Là, déjà, ça transpire le colonialisme, évidemment, quoi. Alors que le nom que tu nous as dit à l'instant, il veut dire quoi ? Le nom Kalaallit, oui. Ça vient d'un mot scandinave qui signifie païen sauvage. Oui. Mais le nom qu'ils revendiquent, eux, je crois que je l'ai lu quelque part en faisant mes recherches pour l'émission, ils désirent s'appeler autrement, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'est une volonté nationale, mais en tout cas, il y a différents termes. Est-ce que tu peux nous les rappeler ? Donc, depuis 1979, le pays a choisi de s'auto-appeler Kalaallit. Mais c'est contesté notamment par la jeunesse, en particulier la jeunesse décoloniale, qui proposerait plutôt Nunarputs ou Inuit Nunaat, comme je disais plus tôt, qui là regroupe toutes les communautés inuites dans le nord. Mais Nunarput, ça veut dire notre pays. Notre territoire. Okay. C'est ce que j'avais lu effectivement en faisant mes recherches sur ça. Peut-être aussi, je ne sais pas si tu peux nous parler de du côté nature, c'est-à-dire quels animaux vivent là-bas, quelles sont la faune, la flore éventuelle. Enfin, je ne sais pas comment, parce que nous on imagine le Groenland comme de la glace et points qui fondent. On va en parler évidemment à cause des activités humaines. Voilà. Avant de venir à ça, évidemment, ça nous intéresse aussi ce sujet-là. Mais on y trouve qui d'autre à part des animaux humains là-bas ? Pour le coup, c'est une question ultra importante et qui va varier beaucoup d'une communauté à une autre. Entre la capitale Nuuk, qui est une capitale urbanisée, et puis la communauté, par exemple, dans laquelle j'ai travaillé, Itokotormits, où c'est une communauté de 360 habitants et habitantes, donc très petit, très éloigné. Il y a la ville la plus proche, ensuite, est à 700 km. Pour y accéder, on ne peut même pas y accéder via une autre ville du Groenland, mais on y accède via l'Islande directement. Donc, elle n'est pas du tout connectée à un autre territoire groenlandais. Et donc, dans cette communauté, c'est une communauté qui vit de la chasse de subsistance encore aujourd'hui, même si c'est complété par des importations depuis le Danemark. Mais chasse de subsistance d'ours polaires, de narwals, de baleines, de bœufs musqués, d'un ensemble de mammifères marins également. Et sur la côte ouest, là où ça change un petit peu, c'est qu'en plus de ça, ça dépend des communautés, mais principalement, ça va être la pêche qui va être une activité extrêmement rémunératrice. Et c'est aujourd'hui l'activité la plus rentable économiquement pour le Groenland. Donc, la pêche sur la côte ouest. Et puis, quand même, traditionnellement, il y a toujours la chasse qui est une activité soit de loisir, soit professionnelle, selon les communautés. Par exemple, dans le nord-ouest, ça va aussi être une chasse plus de subsistance, mais qui est aussi complétée par les personnes qui ont un emploi par ailleurs, d'une chasse dite de loisir. Et puis, dans le sud du Groenland, on a aussi la particularité, c'est qu'il y a une agriculture, il y a de l'élevage, et il y a une agriculture sous serre qui est en train de se développer. D'accord. Et qui pourrait se développer aussi à raison du changement climatique. Un peu comme en Islande, en fait. Exactement. Même si c'est pas la même chose, mais le côté ce que tu m'as agriculture, je me dis oula, sous serre, ok, je comprends tout de suite la chose, quoi. Avec la géothermie, je pense, ce genre de choses, non ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, le sud du Groenland
est bien en dessous du cercle polaire arctique. Donc on a des températures qui sont plus tempérées, en particulier au printemps, en été, que dans des communautés comme dans laquelle j'ai travaillé, où il n'y a aucune possibilité à court terme de développer de l'agriculture. Et donc là, tu nous parles du Groenland, mais le Groenland se situe, et on va y venir doucement, dans une région de plus en plus tendue, dans l'Arctique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'Arctique? C'est une carte, là, on la voit à l'écran, qui n'est pas... naturel, enfin, je veux dire, on n'est pas habitué, nous, en France, de regarder le monde comme ça, ce point de vue-là. On voit, ne serait-ce que la carte qu'on voit le plus tous les jours, c'est celle de la météo. On voit la France au centre du monde, voilà, ou l'Europe, voilà. Quand on regarde la map monde, qui nous montre d'ailleurs une vision du monde précise, quoi, qui est subjective. Et là, de voir du coup le monde par le dessus, par l'Arctique, on voit la prédominance de la Russie, on voit évidemment le Groenland qui est énorme, on voit aussi toutes les îles au-dessus du Canada, etc. Bien sûr, l'Alaska au bout là-bas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette carte aujourd'hui? L'Arctique, il y a plusieurs définitions pour définir qu'est-ce que l'Arctique. Mais il y a cette définition qui est géographique, donc c'est au-dessus de 66 degrés nord, globalement. Puis ensuite, il y a la définition plus politique, qui est un Arctique qui va compter 8 États, donc le Groenland avec le Danemark, l'Islande, la Finlande, la Suède, la Norvège, la Russie, les États-Unis avec l'Alaska et le Canada. Donc ces 8 pays se sont regroupés au sein du Conseil de l'Arctique à la fin de la guerre froide. En 1996, le Conseil de l'Arctique a été créé et c'est une institution qui vise à établir une coopération entre les différents États de la région. Et c'est un espace globalement qui est resté un espace de paix depuis la fin de la guerre froide. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, et même durant l'annexion de la Crimée, il n'y a pas eu forcément de répercussions à cette échelle-là. Mais à partir d'abord de l'invasion de l'Ukraine, là, il y a eu un stop assez net dans la collaboration et la Russie a été mise un peu au banc de l'institution qui a tant bien que mal essayé de résister à ça. Et puis aujourd'hui, avec les velléités américaines, sachant que le Conseil de l'Arctique, aujourd'hui, il est présidé par le Groenland. Donc là aussi, ça re-questionne encore l'équilibre de la région. Ouais. On sait d'ailleurs que la Russie a construit une cinquantaine de bases le long de la côte. Enfin, il y a des choses qui sont en train de changer. C'est une zone névralgique. On va en parler encore un petit peu tout à l'heure. Je l'ai rappelé dans l'introduction là à l'instant. Le Groenland, qui est une terre de convoitise depuis pas hier en fait, depuis très longtemps. On parle de course aux minerais aujourd'hui. On parle de terres rares parce que c'est ce qui fait tourner l'économie moderne avec nos technologies, etc. Mais on parle aussi de la course à la sécurité. Si on écoute Donald Trump face aux appétits présumés des Russes et des Chinois. On en parle peu, mais il y a aussi l'acteur européen qui, on imagine, souhaite aussi peut-être garder sa part du gâteau, voir le gâteau entier. On pourra en parler aussi éventuellement. Et au milieu de tout ça, comme je dit dans l'introduction, je le disais, les populations locales, sans parler pour elles évidemment, hein, tu n'es pas issu de ce pays-là, tu es de Marseille, on peut le dire ou pas? Nouvellement de Marseille. Nouvellement de Marseille, tu viens d'où en fait? Du sud-ouest. Du sud-ouest, d'accord. C'est lui aussi, c'est un migrant quelque part. On est tous, hein, on fait que de bouger. Donc, sans parler pour elle, qu'est-ce que tu peux nous dire de la perception de ce jeu géopolitique par les communautés locales là-bas? Il y a une forme, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme d'exaspération. Et il y a une forme aussi, ce qui se passe actuellement, c'est que ça va complètement à rebours de la dynamique qui a été lancée par les Groenlandais et les Groenlandaises depuis 2009, où il y a le droit à l'autodétermination et une autonomie renforcée avec un gouvernement, un parlement. Ça, c'était un peu antérieur. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement, un parlement et des Groenlandais qui veulent parler pour eux et pour elles-mêmes. Les Groenlandais aussi ont revendiqué le droit de citer dans les institutions de gouvernance régionale, le droit d'assister aux réunions qui les impliquaient, alors que historiquement, c'est plutôt le Danemark qui a la main sur tout ce qui est défense, affaires étrangères et monétaires. Donc le Groenland a lutté en fait, a gagné de nombreuses batailles pour avoir son rond de serviette à la table des discussions, ce qui est aujourd'hui de plus en plus le cas. Ils ont bataillé pour avoir l'ambassadeur de l'Arctique. Donc chaque pays a un ambassadeur de l'Arctique pour être représenté au sein du Conseil de l'Arctique. Et le Groenland a bataillé pendant 2 ans pour que l'ambassadeur ne soit pas un Danois qui était
précédemment ambassadeur d'Afrique du Sud qui soit ambassadeur de l'Arctique, mais que ce soit un Groenlandais, un Inuit qui soit ambassadeur de l'Arctique. Et ils ont eu gain de cause l'an dernier. Donc le Groenland mène beaucoup de combats pour pouvoir être représenté et parler pour lui-même. D'ailleurs, sa politique étrangère, la feuille de route de la politique étrangère est sortie il n'y a pas très longtemps, et c'est Nothing about us without us. Du coup, rien sans nous, rien à propos de nous sans nous. Et ça, c'est un leitmotiv qui revient beaucoup, qui revient sur la scène de la politique étrangère, mais aussi dans la recherche, où il y a de plus en plus de contestations sur la façon dont la recherche occidentale est menée au Groenland. On pourra peut-être y revenir quand on parlera de changement climatique. Mais les recherches qui sont menées au Groenland sont souvent menées par des chercheurs de latitude tempérée, comme moi. Et ben c'est parfaitement tu viens de dire un instant quand on parlera de changement climatique, mais c'est maintenant que j'ai prévu d'en parler. C'est la partie 2. Et oui, la partie 2 s'appelle changement climatique parce que quand on fait des recherches sur cette partie du monde, la plupart des choses... Alors avant qu'on parle, parce qu'aujourd'hui on tape Groenland sur Internet, et c'est Trump et ses déclarations qui sortent évidemment, et puis les réponses de Macron et consorts en Europe. Mais avant qu'on soit plongé dans cette séquence Trump, c'est le dérèglement climatique qui vient, et les changements du climat qui viennent nous parler du Groenland, de l'Arctique, de la fonte des glaces, etc. Il y a des études régulières qui nous montrent que le changement climatique ou le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique, moi je préfère parler de dérèglement climatique, tu me diras le terme que tu utilises toi, est 2 fois, 3 fois plus rapide là-bas et les conséquences aussi sont bien plus visibles là-bas qu'ailleurs dans le monde. Comment concrètement se manifeste ce dérèglement climatique sur place ? Ce qui est très intéressant, c'est que, comme tu le dis, on en parle beaucoup, et on en parle beaucoup avec nos lunettes et à partir de la science occidentale. Et moi aussi en premier lieu. Mais quand on s'intéresse à la façon dont les populations le vivent, le comprennent et s'adaptent et y font face, c'est un peu différent. Donc il y a une vraie nécessité de recentrer et de sortir d'une approche un peu globalisante sur l'Arctique. C'est vrai que l'Arctique, c'est 3 à 4 fois un changement climatique qui est 3 à 4 fois plus rapide en Arctique que dans le reste du monde, que la moyenne à l'échelle mondiale. Et en fait, dans les communautés, le vécu peut être très différent. Par exemple, dans la communauté dans laquelle j'ai travaillé, on parlerait peut-être plus de dérèglement climatique parce qu'effectivement, d'une année à l'autre, c'est pas un changement qui se manifeste de manière extrêmement linéaire où c'est de pire en pire, mais c'est plus que les variations entre les extrêmes sont plus importantes. Donc on va avoir des années où il va y avoir une quantité de glace extrêmement importante et qui va avoir des impacts, et l'année d'après, il y en aura très peu. Donc en fait, il y a beaucoup plus de variations peut-être qu'il y avait avant. Et du coup, les habitudes qui se sont façonnées au cours des années et des siècles doivent être réadaptées en fonction. Et une des choses qui ressort beaucoup des entretiens que j'ai pu mener moi au Groenland, c'est que, en gros, le changement climatique, il affecte forcément la façon dont on se déplace. C'est beaucoup une question de déplacement, parce qu'on va pouvoir se déplacer sur la mer, sur la banquise. Mais ce qui l'affecte plus, c'est aussi la chasse, c'est plein d'autres activités. Mais les gens sont relativement habitués à choisir quelles activités ils vont faire en fonction de la météo, en fonction des conditions, et une approche qui va plutôt être au jour le jour en fonction des conditions et qu'est-ce qui est permis par les conditions météo. Donc il y a une vraie connaissance de la météorologie, pas seulement du climat, mais de la météorologie. Donc on va adapter les activités en fonction de la météo, ce qu'on pense, comment on pense que ça va évoluer. Alors bien sûr, aujourd'hui, ces connaissances traditionnelles sont couplées avec des instruments, des applications pour les prévisions météorologiques. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est qu'on s'est toujours adapté au climat changeant, aux météos qui changent, et donc on va continuer à le faire. Et peut-être que là, on le voit s'accélérer de plus en plus, mais notre réponse, elle est toujours la même. En fait, on s'adapte et on voit ce qu'on peut faire en fonction des conditions qui nous sont offertes, d'une certaine manière. D'ailleurs, peut-être qu'il y a une différence entre la capitale, qui on imagine plus moderne, et je parle de modernité dans la façon dont on approche la vie. Par exemple, le fait de travailler tant d'heures dans des bureaux, c'est d'ailleurs, j'imagine, le cas là-bas, dans la capitale, alors que dans les communes beaucoup plus petites, il y a peut-être moins de cette approche-là de comment on consomme notre journée. Est-ce que, je ne sais pas si je suis clair sur ce terrain-là, est-ce qu'il y a des changements avec le changement climatique
plus profond que ça, selon l'endroit, dans la manière dont on mène la vie, en fait. C'est-à-dire la manière dont on travaille, certes, mais les choix culturels, je ne sais pas, les choses, qu'est-ce qui change ? Ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement une division un peu entre urbain et rural, on pourrait dire ça comme ça, entre une capitale, effectivement, où les effets sont moins importants dans la mesure où ils ont moins d'impact sur les activités quotidiennes, mais dans une communauté où on est chasseur professionnel, les impacts sur par exemple, il y a beaucoup de chasseurs à Itokotormis qui ont décidé d'arrêter d'avoir des chiens de traîneau parce que la glace était moins présente et du coup ça revenait extrêmement cher d'entretenir des chiens pour que en fait, on ne puisse les amener sur la glace que 3 à 4 mois par an. Et c'était trop cher de les nourrir toute l'année pour une fenêtre temporelle qui était finalement de plus en plus courte. Donc ça, c'est un impact très concret et qui, du coup, ça change les relations entre les animaux humains et les animaux non humains. Bien sûr. Et même culturellement, parce que le coup des chiens de traîneau, c'est quelque chose peut-être de très marqué dans la culture groenlandaise. Tout à fait, c'était le moyen de déplacement traditionnel. Et c'est aussi, ça aussi aujourd'hui, l'importance du chien de traîneau, elle est aussi remobilisée par certains Groenlandais et Groenlandaises, comme aussi une carte postale du Groenland. C'est aussi mobilisé pour le tourisme. Et c'est ce qui permet en fait de s'adapter. C'est-à-dire que même si c'est plus cher d'avoir des chiens, on peut se dire qu'on va développer le tourisme avec le chien de traîneau, ce qui permettra aussi de continuer à avoir des chiens et d'entretenir cette relation avec les chiens grâce à une activité complémentaire qui viendra générer du revenu. Donc le tourisme est aussi vu comme quelque chose qui peut permettre de tempérer les effets négatifs du changement climatique sur les personnes qui vivent de l'interaction avec leur environnement proche. Et un autre aspect aussi sur le changement climatique, c'est que depuis 2023, enfin en 2023 en tout cas, la communauté qui se trouve au nord-ouest du Groenland, qui s'appelle Qaanaaq, qui est une communauté aussi où il y a beaucoup de chasse de subsistance, a eu des conditions météorologiques extrêmement compliquées en 2023. Et ça a été la première communauté au Groenland, et peut-être même plus largement, à bénéficier de compensations financières en raison du changement climatique et des opportunités qui ont été perdues en raison du changement climatique. Des compensations financières qui venaient du gouvernement groenlandais. D'accord, pas du Danemark. Non. D'accord. Après ça, j'imagine qu'on va en parler tout à l'heure de tout ce qui est lien avec les colons de base. On va y venir après. Dans une de tes réponses il y a quelques minutes, tu me parlais de... alors je ne sais plus comment tu disais, mais tu disais comment les personnes là-bas comprennent le changement climatique. Et en faisant mes recherches aussi, j'ai vu une étude de 2023 qui nous apprenait que, peut-être que tu sais ce dont je te parle, que plus de la moitié, 52-53% des Groenlandais, en 2023, ne faisait pas de lien entre le dérèglement climatique et les activités humaines à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça nous dit comment on explique ça, en fait? Comment on explique que c'est fait? Moi, je vois vraiment de quoi tu parles, de cette étude qui était menée en 2023. Ouais. Et moi, j'ai un peu bataillé contre cette étude, dans la mesure où, en fait, quand on pose des questions qui sont culturellement inadaptées, on va avoir des réponses qui sont incohérentes, parce qu'en fait, la majorité des Groenlandais voient le changement climatique et le vivent. Mais la façon dont les questions étaient posées étaient des questions extrêmement occidentales qui projetaient le climat comme quelque chose qu'on contrôle, comme quelque chose sur lequel on a un pouvoir, ce qui n'est pas la façon que j'ai pu observer de se relier au climat et à l'environnement, qui est plus une façon où il y a une certaine proximité entre les deux, et on n'est pas là pour contrôler, mais on est là dans une dynamique d'adaptation. Moi, un des récits et une des façons de parler du futur, ou même juste du lendemain, qu'on me renvoyait quand je parlais à ton avis, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que la glace va enfin être libérée pour pouvoir aller faire du bateau? Et la réponse est une réponse d'humilité. C'est Nalwanga, je ne sais pas. Et il y a une attitude beaucoup plus humble vis-à-vis de l'environnement et de son évolution, qui dépend de plein de paramètres, y compris spirituels pour certaines personnes, qui fait que quand on renvoie à des questions qui sont basées sur les sciences climatiques, ça a peut-être moins de sens. C'est vraiment comme ça que tu l'expliques. Il n'y a vraiment pas de... Enfin, je ne sais pas comment te formuler ça, c'est-à-dire que cette étude-là était menée par les Occidentaux avec des questions occidentales, c'est ça que tu me dis, et donc c'est pour cette raison
que 48% des gens là-bas ont répondu non. Il n'y a pas de lien avec les activités humaines, ou alors c'est plus complexe que ça, parce que je ne comprends pas tout à fait. Alors, bien sûr, je vois qu'il y a une partie, tu parles d'humilité, etc., de ces personnes qui vivent dans un autre monde que nous, donc c'est un rapport à la chose nature qui est complètement différente. Mais est-ce que tu es en train de nous expliquer là que bon, l'étude n'était pas bien faite et que si elle avait été bien faite, évidemment que 100% des gens ou une grande majorité auraient répondu oui? C'est ça que tu me dis? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude, elle a été calquée sur un modèle d'étude qui se fait un peu partout. Ok. Et moi, je ne crois pas, et on a un certain nombre d'évidences scientifiques qui nous montrent que en fait, les questionnaires, quand ils sont menés dans différents contextes culturels, on va avoir des variations de réponses qui ne sont pas liées tant à ce que les gens pensent, mais plus à la façon dont les questions sont posées, qui ne correspondent pas forcément à la façon de penser. Et je pense que c'est là-dedans que ça s'inscrit. Et je pense aussi que le résultat n'a pas trop de sens pour moi dans la mesure où c'est complètement aberrant que des personnes qui vivent le changement de manière le plus abrupte le voient aussi peu et le connectent aussi peu au reste. Je pense que c'est forcément qu'il y a une erreur dans la question. Et moi, c'est pas du tout ce que je retrouve, en tout cas dans les interactions et dans les discussions que j'ai pu avoir sur le terrain. Il n'y a pas de déni climatique. Il n'y a pas de déni climatique. Mais il y a une approche différente. Et là, tout à l'heure aussi, je peux faire un point avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a là des personnes du continent, des personnes blanches, des personnes donc, de chez nous qui viennent faire des études scientifiques là-bas, qui viennent peut-être imposer un récit, une façon de voir la chose scientifique. Comment eux, ils comptent, du coup, peut-être ou pas, se réapproprier ça pour peut-être avoir eux-mêmes leur approche scientifique des choses, leur propre recherche? Enfin, qu'est-ce que tu as pu voir? Est-ce qu'il y a des projets, des choses déjà montées sur place? À Nuuk, il y a une université. Donc, dans la capitale, il y a une université qui est relativement récente. Et il y a des chercheurs et chercheuses groenlandaises de plus en plus. Et il y a effectivement une manière d'approcher le changement climatique qui est extrêmement différente. Je pense particulièrement aux travaux de Lene Kielsen-Holm, qui, elle, a travaillé sur le vécu du changement climatique en sortant un peu des indicateurs quantitatifs, mais plus en s'intéressant sur le vécu et comment on s'adapte. Et en fait, ce qui fait que le récit est complètement différent et que ce n'est pas des mesures extrêmement fines sur des paramètres physiques qui vont importer. Je peux prendre un petit exemple pour être un peu plus précis. Par exemple, dans la science climatique, on va beaucoup s'intéresser à l'englacement. La façon dont les fjords, dont les différentes... le tour du Groenland va être entouré. Mais en fait, ce qui importe pour les communautés qui vivent au Groenland, c'est vraiment la proximité immédiate. C'est l'englacement immédiat proche de la ville. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut capturer via les sciences climatiques. Et pourtant, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. C'est pas si le pôle Nord est englacé, l'épaisseur de la glace au pôle Nord. C'est plus l'englacement vraiment très, très local. Et c'est cette finesse qui manque dans les sciences climatiques. Bien sûr, il y a plein de climatologues qui travaillent à améliorer, à être de plus en plus fins là-dessus. Mais le vécu immédiat des personnes qui habitent au Groenland, c'est l'englacement local. Et du coup, en parlant de son expérience vécue, forcément, le discours n'est pas forcément le même que si on adopte une approche globalisante tout de suite. Mine, économie et indépendance. Ouais, parce que ça reste... Parce qu'on parlait depuis tout à l'heure de la pêche qui domine l'économie, évidemment, là-bas. Le tourisme qui prend de plus en plus de place, éventuellement, ou tout du moins une piste intéressante à développer pour eux là-bas. Mais il y a... les mines de terres rares, les mines peut-être les sources d'hydrocarbures. Il y a beaucoup de choses qui appellent des étrangers ou même des personnes sur place à faire des choses à ce niveau-là. Et l'indépendance, les questions sur l'indépendance qui se posent. Alors, l'objectif de cette partie 3, c'est on va essayer de décrypter les enjeux économiques et politiques autour de ces ressources-là qu'on a cernées et en lien avec les aspirations d'autonomie dont tu nous parles depuis le début. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce qu'on trouve réellement ou pas, parce qu'il y a entre mythe et réalité, c'est différent sur place. Est-ce que c'est vraiment l'Eldorado dont on parle toute la journée? Si on prend une photo de ce qui se passe au Groenland actuellement, on a 7 permis d'exploitation de mines qui sont actifs. Oui. Et seulement 2 mines qui sont réellement actives et qui sont exploitées. Donc on a seulement 2 mines et qui n'ont pas des rendements incroyables.
Donc ça, c'est la première chose. Ok. La deuxième chose, c'est si on regarde juste 4-5 ans en arrière, en 2021, il y a le gouvernement de Mette Egede qui a été élu sur la promesse de mettre fin à un projet de mine dans le sud du pays, de mine d'uranium. Et il a été élu sur cette promesse-là. Donc depuis 2021, il y a un moratoire sur l'uranium, il y a un moratoire sur l'exploitation pétrolière. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. C'est factuel, ouais. Mm. Alors, tu nous dis là que... Alors, c'est intéressant parce que ta première réponse, c'est nous rappeler ce que veulent les Groenlandais et Groenlandaises à travers l'expression démocratique. Ils ne veulent donc pas exploiter leur sous-sol. C'est ça que tu nous expliques là. En fait, tu nous rappelles ça. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais c'est aussi ça. Ok. En gros, depuis 1979, le Groenland a acquis une autonomie vis-à-vis du Danemark. Oui. Cette autonomie, elle a été renforcée avec le droit à l'autodétermination en 2009. Donc dans les années 80, il y avait fortement l'idée que la mine, c'était quelque chose de sale. Ça renvoyait aussi au passé colonial. Il y a eu des mines dans l'histoire coloniale, on pourra peut-être en parler après. Et du coup, les mines étaient perçues comme sales et comme quelque chose qui allait dégrader l'environnement naturel autour des communautés, qui allait avoir un impact sur le milieu naturel, sur les mammifères marins, les mammifères terrestres et sur les activités de chasse, par exemple, ou de pêche. Donc ça, c'était assez clair. Depuis 2009, ça a un petit peu changé. L'exploitation minière, elle est plus vue comme une possibilité d'indépendance vis-à-vis du Danemark. Aujourd'hui, le Groenland perçoit 20% de son PIB, en gros, vient d'une subvention danoise. Donc, l'idée derrière le développement des mines, c'est pouvoir se passer de ces 20% de PIB et pouvoir s'autonomiser définitivement du Danemark. Ce qui se passe, c'est que même s'il y a cette volonté, il y a ce qu'on appellerait peut-être nous un principe de précaution qui prévaut, c'est-à-dire que dès qu'il y a une possibilité dans le développement d'un projet, il va y avoir des processus de consultation et souvent ces processus vont se solder par des inquiétudes qui vont être fondées par les habitants et les habitantes où les mines pourraient se positionner. Et donc, il y a toujours ce principe de précaution qui va prévaloir et les impacts vont être examinés avant tout lancement de projet. C'est ce qui fait que ça va très lentement, qu'actuellement, il y a peu de projets en cours et que les derniers projets, le gros projet de 2021 sur cette mine d'uranium a été avorté, même si il allait sûrement générer une grosse part de PIB. Mais ça a été rejeté et le président, le Premier ministre précédent a été élu sur cette promesse. Aujourd'hui, il y a eu de nouvelles élections en 2025. On a changé de Premier ministre qui est plus favorable à l'exploitation minière. Mais ce qui unit quand même tous les partis du Groenland et la population de manière générale, c'est le désir d'indépendance. Ce qui varie, c'est à quel terme. Et le Premier ministre actuel est plutôt sur un terme plutôt moyen-long pour l'indépendance. Et effectivement, il y a de fortes chances que s'il y a une indépendance, ça passera par le développement minier. Mais on n'est pas sur un développement incontrôlé. Ça va être une dynamique qui va se faire par petits pas parce que ça correspond à cette espèce de principe de précaution qui est appliqué depuis 2009, quoi. Et là, en t'écoutant, je me remémore ce que j'ai pu lire hier, avant-hier, en préparant cette émission. J'ai lu qu'il y avait, alors en écho aux craintes, tout du moins avancées par Trump pour justifier son éventuelle annexion pour les États-Unis de ce territoire-là, il y a des appétits chinois, des appétits russes. Et j'ai lu, et tu vas me dire, tu me corriges si je me trompe, mais il y a eu plusieurs tentatives des Chinois de venir exploiter les sous-sols qui ont été interdites ou recalées soit par Copenhague, soit par le Groenland. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, tout à fait. Sur les investissements chinois ont été rejetés. Et il y a une espèce quand même de logique dans tout ça. Mm-hmm. C'est que malgré l'histoire coloniale, malgré le fait qu'il y ait plein d'aspects de la colonisation qui remontent à la surface aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait des discriminations systémiques envers les Groenlandais au Groenland et au Danemark, le Groenland va
toujours en cas de crainte vis-à-vis, par exemple, d'un investisseur chinois, va toujours se tourner vers le Danemark et va aussi appliquer ce principe de précaution. Donc, c'est bon pour le principe de précaution sur les dégâts potentiels sur l'environnement, mais aussi sur... en fait, les Groenlandais et Groenlandaises n'ont pas envie de troquer un colonialisme par un autre. Ce n'est pas le projet. En fait, en gros, là, il compose avec, on va en parler après vraiment du côté, j'ai prévu une partie entière sur le passé colonial, mais il préfère composer avec celui qu'il connaît, on imagine, c'est ça donc, que tu nous expliques là, en espérant s'en défaire plutôt que de s'aliéner à un autre. C'est pour ça qu'on voit autant de personnes se lever contre les États-Unis. Tout à fait. Le Groenland est lié au Danemark par son histoire coloniale, mais par l'histoire familiale de chaque personne. Il y a énormément de mariages mixtes. La colonisation aussi a reposé sur des périodes où on voulait promouvoir les mariages mixtes pour civiliser le colonisé. C'est toujours un peu comme ça. Il y a eu des périodes où on se disait plutôt on va les mettre à l'écart, les sanctuariser un petit peu pour pas qu'ils deviennent aussi modernes que nous, garder un peu l'aspect traditionnel. Donc toute l'histoire coloniale du Danemark au Groenland, c'est ça. C'est un peu un équilibre entre les deux. Mais aujourd'hui, la société groenlandaise est une société fortement liée au Danemark, y compris dans l'intime. Donc forcément, il y a une confiance qui se lie malgré le déni colonial danois qui est toujours aussi présent. Mais oui, il y a une confiance et puis il y a des repères culturels en commun. En fait, il y a une langue, une culture qui quand même est partagée, même si elle a été mise en partage de force. Alors, toujours en préparant l'émission, je vois que le Groenland possède 23 des 34 minerais qu'on appelle critiques, le zinc, le graphite, le cuivre, etc., pour l'Union européenne. Voilà. Comment les communautés locales perçoivent ces richesses-là en lien avec justement le territoire européen dont est issu le Danemark, l'histoire coloniale, on essaye de faire en sorte de s'en éloigner, etc. Est-ce que ça crée des tensions entre les communautés sur quoi faire de ces richesses-là qui peuvent servir à... est-ce qu'on va les exploiter pour les vendre ? Comment ils voient ça, en fait, les locaux ? Il y a des conflits politiques plus sur est-ce qu'on doit développer ou non certains minerais. Il y a un parti qui s'est présenté par exemple qui était pro-développement minier, qui était aussi pro-Trump, et c'est le seul parti qui n'a pas eu de siège au Parlement au final. Donc tout ça pour dire que le développement minier, c'est plus, il y a des conflits plus sur est-ce qu'on doit le développer ou est-ce qu'il faut faire primer le principe de précaution, et là c'est là où il y a des divergences entre les partis. Mais entre les communautés, je ne vois pas de conflit majeur. Forcément, il y a des conflits à l'intérieur des communautés entre les chasseurs, entre ceux qui ont une relation de proximité par leur activité avec l'environnement et qui voient plus les impacts que ça pourrait générer par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être des emplois salariés et qui vont être plus favorables au développement. Donc ça, c'est les conflits qu'il peut y avoir, je les vois là. Et après, il y a aussi, peut-être là où il y a un peu un conflit aussi, c'est que certaines communautés vivent avec la peur d'être fermés parce qu'au Groenland, comme ailleurs, et aussi en calquant le modèle danois, ils ont décidé en 2009, après l'autonomie renforcée, de fusionner beaucoup de municipalités et de centraliser d'une manière générale, de fusionner, de centraliser. Ce qui fait que plein de communautés, comme Ittoqqortoormiit où j'ai travaillé, ont connu une décroissance démographique extrêmement forte, une perte de pouvoir local. Et du coup, on a tendance à plus se tourner vers quelles pourraient être les ressources qui nous seraient propres, qui nous permettraient de continuer à faire vivre cette communauté et ne pas disparaître. Parce qu'il y a un risque de disparition pour certaines communautés qui sont trop petites, perçues comme trop chères par le gouvernement central Anouk. Et donc, il y a l'idée que le développement minier, par exemple, à Ittoqqortoormiit, il est perçu plutôt positivement par un certain nombre de personnes parce qu'il pourrait permettre de générer des revenus locaux et donc de refaire croître la communauté, de recréer des emplois pour leurs enfants qui permettraient à leurs enfants de rester sur place et pas aller à Anouk ou au Danemark. Donc c'est plutôt là que je vois la distinction et puis éventuellement des conflits. D'ailleurs, il y a eu, je crois, déjà des communautés, notamment dans le Nord ou dans certains endroits, qui ont été abandonnées, non, des campements, etc. C'est des raisons qui rentrent en écho avec ce que tu nous racontes là ou pas du tout ? J'ai pas de nom en tête de communauté, mais il y a des communautés effectivement qui étaient fondées autour d'une activité minière, notamment durant la période coloniale.
et qui ont disparu du jour au lendemain après la fin de la mine. Et c'est aussi ce qu'on me disait, moi, dans la communauté d'Itokotormitz, où il y avait une menace de fermeture. Et les gens nous disaient, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait là-bas. Je ne sais plus le nom de cette communauté. Parce que en fait, ça a généré une vague de suicides, une vague de problèmes sociaux, parce que les gens ont été déracinés du jour au lendemain. Bien sûr, bien sûr. On imagine que c'est quelque chose de... Une mine, ça a un début, ça a une fin, en fait, en vérité. Donc, c'est peut-être pas quelque chose de... Non, mais c'est très, très complexe comme situation. Oui, il y a aussi cette question, avant de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire que quels sont pour toi les freins, les difficultés, les obstacles concrètement, je sais pas, techniquement, manque d'infrastructures ou de possibilités naturellement d'un endroit qui est trop glacé, qui n'est pas assez accessible, etc. Quels sont les freins, les obstacles qui sont identifiés pour justement aller vers cette solution-là? Des endroits qui peuvent être des terrains pour des mines ou c'est quoi en fait qui empêche l'évolution de certains endroits? Moi, personnellement, je ne sais pas spécifiquement, je ne suis pas spécialiste des questions techniques sur le développement minier, mais les personnes qui savent, les experts et expertes de ce sujet-là, disent que techniquement, c'est extrêmement compliqué et que économiquement, pour beaucoup de matériaux, ça va être extrêmement coûteux et techniquement difficile. Il y a un frein que j'évoquais tout à l'heure qui est un frein culturel, un frein plus social. Et il y a ce frein économique, technologique qui est aussi présent. Mais là, je ne peux pas être très fin dans... Oui, parce que là, ça me fait penser à ce que nous dit Trump aussi. C'est-à-dire que Trump dit il nous faut ce territoire parce qu'ils n'ont pas les moyens, eux. Alors, il parle de sécurité, mais il parle aussi d'exploitation des territoires, etc. Ils n'ont pas les moyens. Nous, on les a. Est-ce que c'est pas... je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre ou pas, tu me dis ce que tu veux, hein, mais est-ce que c'est pas là un argument en faveur de l'annexion du Groenland par une puissance telle que les États-Unis pour justement avoir les moyens d'investir dans un territoire comme celui-ci? Je pense que Donald Trump, premièrement, il adopte complètement cette image de l'Arctique qui a prévalu pendant très longtemps et qui prévaut encore, de la terre vide à conquérir, à exploiter. Et son discours, il cadre totalement dans ce schéma-là. Ça serait pour lui, le Groenland, c'est un grand territoire dont on ne tire pas toutes les richesses qui sont présentes, donc ça ne rentre pas dans son logiciel, je pense, d'une certaine manière. Et effectivement, forcément, il y a aussi le développement minier au Groenland, c'est coûteux. Le développement d'infrastructures dans le Grand Nord, c'est extrêmement coûteux. Vu qu'il n'y a pas de volonté politique extrêmement forte, extrêmement précise pour développer une mine en particulier, les moyens ne seront pas débloqués. Donc il y a un peu les deux, forcément. Et forcément, si le Groenland veut développer certaines mines, il va falloir des investissements. Et le Groenland est parfaitement... en tout cas, les politiciens groenlandais sont très, très ouverts à développer des partenariats économiques avec les États-Unis. Pendant toute la séquence Trump, ils l'ont répété. Ils ont répété qu'ils ne voulaient pas être américains, qu'ils ne voulaient pas être danois, qu'ils voulaient être groenlandais. Mais ils ont aussi répété qu'ils voulaient dialoguer avec le Danemark, l'Europe et les États-Unis. C'était pas une fin de non-recevoir à discuter, mais c'était... ils ont conscience qu'ils ont besoin des autres. Ils ont conscience qu'ils ont besoin des autres États de la région, quoi, c'est sûr. Eh bien, c'est le moment de passer à la partie 4, l'avant-dernière partie, je crois, on verra, dans tous les cas, sur le passé colonial du territoire. Alors, je disais, le Groenland n'est pas seulement convoité aujourd'hui, il y a des guillemets entre convoité aujourd'hui, il était déjà pris, il est toujours pris dans une histoire coloniale longue et encore active. Alors, même si ça c'est, on l'a vu, 1979 et 2009, mais c'est une ex-colonie danoise jusqu'en 1953, il est aujourd'hui toujours lié au royaume du Danemark, toujours jouissant d'une certaine autonomie depuis 2009. Déjà, première question là-dessus, quand on parle de souveraineté groenlandaise, on parle de quoi concrètement à cette heure? Le Groenland, aujourd'hui, a le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire que s'ils décident d'engager un processus d'indépendance, ils sont en droit de le faire. Ils ont déjà rédigé une constitution en 2023, un premier brouillon en tout cas de constitution. Donc, ils ont lancé cette dynamique d'indépendance. Donc ça, c'est l'horizon temporel, c'est l'indépendance. Ils disposent d'un gouvernement donc, et d'un parlement. Et ils ont la compétence sur à peu près toutes les matières, si ce n'est la défense, les affaires étrangères et la monnaie, étant donné que c'est aussi la couronne danoise qui est utilisée au Groenland. Donc voilà un petit peu où ça se situe. À l'inverse, alors on a compris la monnaie, la défense. La défense,
est une défense liée à l'OTAN. C'est un pays qui fait partie de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est aussi tout le sujet, hein, si il viendrait à être attaqué, puisque c'est une option qui n'est toujours pas balayée par le président Trump. Ce serait donc un pays de l'OTAN qui attaquerait un autre pays de l'OTAN, ce qui viendrait mettre le bazar dans tout ça. Aujourd'hui, Copenhague, dans ta réponse, on voit vers quoi va le Groenland. Copenhague, c'est quoi sa politique? Il veut l'accompagner, cette indépendance? Il booste? Est-ce qu'il y a du côté danois, est-ce qu'il y a est-ce que la population va aussi dans ce sens-là, le sens de l'histoire? Ou alors, ça pourrait, dans la dynamique, là qu'on voit, l'appétit de Trump pourrait être l'appétit du Danemark en disant nous aussi, on voudrait quand même garder ce territoire dans le jarron du Danemark. Comment ça va de leur côté? Ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a eu énormément de combats ces dernières années menés par les Groenlandais pour faire évoluer, pour se faire une place dans le royaume, que ça soit ne serait-ce parce que le Groenland est aussi représenté au Parlement danois, à deux membres élus. Et ne serait-ce qu'à ce niveau-là, ils ont essayé de gagner des batailles, en particulier être en capacité de parler leur langue dans le Parlement danois. Ça, c'est une victoire qu'ils ont remportée il y a 2 ans. C'est très récent en fait. C'est très récent, donc en fait il y a encore beaucoup de freins. Ils veulent à la fois se faire une place dans le royaume du Danemark tel qu'il existe, mais aussi s'en indépendantiser. Bien sûr. Donc il y a un peu ces deux dynamiques qui sont... Ils veulent pas rompre? C'est ça que tu nous expliques là? Il n'y a pas de rupture encore totalement parce que c'est pas possible, ou c'est pas volontaire? Là actuellement le Groenland est dans une situation où ils ont l'opportunité d'être indépendants quand ils le veulent, et ils reçoivent encore une subvention danoise. Donc c'est à eux de choisir quand est-ce qu'ils se sentiront en capacité de rompre. Pour l'instant, ils doivent juger que la situation leur est plutôt favorable telle qu'elle, et que ça leur permet de maintenir un horizon d'indépendance, mais qui n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, ils disposent d'outils pour rompre quand ils le veulent. Mais ce n'est pas l'horizon à court terme. Et pour ce qui est du Danemark, il faut batailler. Il faut batailler sur beaucoup de sujets, et le déni colonial, on va en parler peut-être après, mais il a été très fort sur des révélations assez récentes. Oui, c'est ça que là je l'ai noté, c'est que ça date des années 2020. Le fait que, donc tout récemment, que le Danemark reconnaît officiellement, commence à faire son deuil du déni colonial, c'est-à-dire c'est ça qui a commencé en 2020, les stérilisations forcées, la danisation, l'enlèvement d'enfants, il y a eu des trucs assez fous en fait, qui ont été aussi faits à bien d'autres peuples dans le monde, évidemment. On pense là à l'Australie, il y a plein d'endroits dans le monde, évidemment. Mais là, c'est autant de manifestations de ce que le colonialisme a fait de pire, en fait. Comment ces traumatismes-là, déjà, toi, tu peux nous en dire sans doute beaucoup de choses, comment ils sont évoqués aujourd'hui dans les médias que tu épluches depuis 4 ans, comment ça déjà dans les médias et puis aussi peut-être dans la population que tu as fréquenté longuement. Dans ces deux questions différentes, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai que le fait le plus marquant, ça a été les révélations autour de la stérilisation forcée des femmes et des filles groenlandaises. Oui. Donc juste pour donner un peu de contexte, on est dans les années 60-70. Le Groenland vient d'être intégré au royaume du Danemark, et le Danemark se rend compte que se dit que la population augmente trop vite au Groenland et que ça va leur coûter trop cher. Donc ils mettent en place une politique de stérilisation forcée des femmes et des filles groenlandaises. Quand je dis filles, ça commence pour des filles qui ont 13 ans. Donc il va y avoir 4500 femmes et filles groenlandaises qui vont être stérilisées. On va leur poser un stérilet, souvent sans leur consentement, très souvent sans leur dire quelle opération chirurgicale on était en train de leur faire subir. Donc 4500 groenlandaises à cette époque, ce qui faisait globalement la moitié des femmes en capacité de procréer à cette époque-là. C'est énorme en fait. C'est énorme, si bien que l'ancien Premier ministre Mette Egede déclarait qu'il s'agissait selon lui d'un génocide, et il a été rejoint par des chercheurs, Naya Direndam Grogar, qui parlent elle aussi de génocide dans la mesure où c'est une perte de possibilité de renouveler la population. De renouveler la population. Mm-hmm. Et aujourd'hui, certains disent que sans ça, le Groenland serait peut-être en capacité d'être indépendant, puisqu'il aurait une population plus florissante et qu'il aurait peut-être les capacités de s'autonomiser plus amplement vis-à-vis du Danemark. Les révélations ont été faites par la radio-télévision danoise. Face à l'ampleur des témoignages des femmes qui commençaient à sortir, il y a beaucoup de femmes qui ont parlé. Aujourd'hui, c'est plus de 140 femmes qui poursuivent l'État danois sur cette question-là. Et
Et donc, ça vient briser un peu il y a un mythe un peu nordique, et en particulier scandinave, de la bienveillance de la colonisation au Groenland par le Danemark, ce qui est déjà inexact, à mon avis, parce qu'il y a eu des violences fortes qui étaient déjà documentées avant ça, en particulier l'interdiction de tout les pratiques culturelles, immatérielles, que ce soit loi Yarnek, c'est une pratique de mask dancing, de danse masquée, que ce soit les tambours. Tout ça, c'est un ensemble de pratiques qui ont été interdites durant la colonisation, alors qu'elles étaient culturellement extrêmement importantes. Tout ça aussi pour imposer aussi le christianisme, la christianisation de la société. Et donc, tout ça, ces révélations sont venues un peu par-dessus et remettre complètement en question ce mythe de la bienveillance des Danois vis-à-vis du Groenland. Et puis ensuite, il y a eu plein d'autres situations qui ont poussé le rapporteur spécial des Nations Unies à dire et à documenter que les Groenlandais vivaient des discriminations systémiques au sein du Danemark et aussi au Groenland jusqu'à aujourd'hui. L'exemple pour moi qui est le plus parlant sur ces discriminations systémiques aujourd'hui même, c'est que les femmes groenlandaises, en particulier celles qui donnent naissance au Danemark, elles vont parfois être soumises à des tests de parentalité, des tests psychologiques de parentalité qui s'appellent FKU. Et certaines femmes, en particulier, il y a eu un cas l'année dernière qui fait encore parler, qui s'est vue retirer à la maternité son enfant parce qu'elle n'était considérée comme pas capable d'élever son enfant au Danemark. Et une des raisons pour lesquelles elle n'était pas capable, c'est qu'elle ne maîtrisait pas assez bien les codes danois et la langue danoise. Donc on en est là, et ça c'est en 2025. La première ministre danoise a réagi, a dit qu'elle allait mettre fin à ces tests, mais il faut attendre 2025 pour qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Et pour en revenir un peu à ta question sur le vécu des Groenlandais, des Groenlandaises de ces révélations, moi il se trouve que j'étais sur le terrain lorsque j'étais à Ittoqqortoormiit, lorsque les révélations sur la campagne de stérilisation a été rendue publique. Et une bonne partie des personnes avec qui je parlais me disaient on ne s'attendait pas à ça, étaient d'une certaine manière surpris que le Danemark ait pu être aussi et puis mettre en place quelque chose d'aussi horrible, parce que le déni colonial il s'est installé, et puis le mythe il est partout en fait du colonialisme bienveillant. Et donc il y a eu une prise de conscience aussi que le Danemark avait agi d'une manière que certains qualifiaient d'horrible, voire de génocidaire pour d'autres. Mais ils l'apprenaient à ce moment-là, la communauté dans laquelle tu étais, ils n'avaient pas subi ces violences-là, eux? Si, ils l'avaient subi aussi. Mais entre le fait de subir et de mettre les mots dessus, je pense qu'il y a eu un décalage. Et je ne suis pas sûr que cette parole était vraiment partagée au sein de la communauté. Mais si, ça a été vécu et un peu documenté à une époque par une anthropologue française, justement, qui disait qu'elle avait à l'époque des témoignages de Groenlandaises qui disaient je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à donner naissance. Depuis plusieurs années, j'y arrive pas. Et c'était des témoignages qui se réitéraient beaucoup dans cette communauté en particulier. Donc oui, il y a eu un vécu, mais vu que c'était il y a déjà une cinquantaine d'années, et la mémoire n'est pas forcément passée. Et aujourd'hui, ça a éclaté. Donc ça a donné une nouvelle actualité à cette question-là. Pour en revenir à ton travail qui repose en partie, alors je ne sais pas en proportion, mais en partie sur ce travail sur les médias groenlandais. Tu vas bien recadrer les choses, si j'ai bien compris, ça fait 4 ans que ou alors pendant 4 ans, tu as travaillé sur ces médias-là, sur la presse groenlandaise. Quels sont les thèmes récurrents dans les débats locaux, dans la presse, là-bas ? Il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec la pêche et la chasse. La question des quotas aussi est très importante, les quotas de chasse. C'est une question qui revient souvent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là aussi, au début, je parlais que mon travail portait sur les controverses scientifiques et les clashs potentiels entre les connaissances scientifiques et les savoirs autochtones ou les savoirs locaux. Par exemple, sur cette question des quotas, c'est une question éminemment politique et scientifique, dans le sens où les quotas, les quotas de chasse, donc c'est le nombre maximum de mammifères marins ou terrestres qu'on peut chasser par année et par communauté. Donc, ces quotas, ils sont fixés selon des recommandations qui sont faites par les scientifiques principalement danois, certains groenlandais, mais principalement danois.
Et ensuite, le gouvernement les avalise d'une certaine manière. Mais il y a un gros conflit entre les chercheurs danois, groenlandais, qui utilisaient des mesures scientifiques pour compter, par exemple, les populations. Dans mon cas, c'était plus le narval. Et les communautés qui ont des observations qui sont différentes et qui ne dialoguent pas entre elles et entre eux. Et ce qui fait qu'il y a une espèce d'un vécu d'un colonialisme, une forme de colonialisme scientifique que moi j'appelle injustice épistémique, qui est un peu une manière de diluer la blessure que ça crée. Mais il y a un sentiment de ne pas être entendu aussi sur ces questions-là. Donc ça, c'est une question qui revient aussi dans les médias plus largement. Le fait d'avoir des conflits entre les scientifiques qui proposent un certain nombre de quotas parce qu'ils ont compté la population de telle espèce d'une certaine manière qui ne coïncide pas avec la façon dont le font les locaux. Ensuite, il y a beaucoup la question de l'indépendance qui est très présente. Question qui est aussi un peu centrale sur l'indépendance, et qui est très très controversée, c'est la question du registre inuit. C'est-à-dire qu'il y a un parti en particulier qui s'appelle Nalerak, qui est plutôt un parti de gauche, on pourrait dire gauche populiste, mais gauche, on va dire gauche indépendantiste. Radical. Et qui propose en gros de mettre en place un registre inuit, c'est-à-dire les personnes qui sont inuites, c'est-à-dire les personnes qui seront capables de voter au moment du référendum sur l'indépendance, qui est un référendum qui est nécessaire pour passer pour s'indépendantiser. Oui. Donc cette question, elle est extrêmement tendue. C'est, je pense, la question qui est le plus tendue entre les habitants du Groenland et aussi avec les Danois qui vivent. Bien sûr, ça changerait toute la trajectoire en fait d'un territoire et d'un peuple. En vrai. Ça peut la changer. Je pense que c'est moins radical que ce qu'on a pu voir en Kanaki, mais parce qu'au Groenland, il y a quand même un accord assez large sur l'indépendance. Oui. Et la population danoise reste marginale. Mais c'est clair que ça peut changer la façon de voir le futur et juste le scrutin, le résultat de ce scrutin dans l'avenir. Ça, c'est un peu une question qui revient souvent. Est-ce qu'il n'y a pas... je vois ça avec les lunettes de français que je suis depuis la France. Dans la presse là-bas, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas une tentation, comme dans beaucoup d'endroits du monde, vers l'extrême droite, l'identitaire, contre le Danemark, contre les États-Unis, contre les Russes, je ne sais pas, les Chinois. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a ça ou pas du tout ? Et dans les deux cas, qu'est-ce qu'il explique ? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'extrême droite au Groenland. Le parti peut-être le plus proche de cette tendance-là, c'est le parti Kullek qui a été fondé il y a 2 ans, il y a 1 an pour les dernières élections et qui a recueilli très peu de suffrages, qui n'a pas eu de siège au Parlement et qui était un parti pro-indépendantiste et pro-Trump. Pour le coup, pro-Trump. Là, c'est pas... Oui, pro-Trump dans l'idée, oui, bien sûr. Mais qui n'était donc pas identitaire comme on peut le voir dans nos pays à nous, où il y a le côté patriote, où la France aux Français, American First, enfin ce genre de choses. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de tendance à se refermer, pas du tout. Ouais. Ça, je ne l'observe pas du tout. Non. Et vu que tu nous réponds non, ça rentre en écho avec un peu ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une grande conscience, la recherche d'indépendance du reste du monde, mais la coopération avec celui-ci pour pouvoir survivre et se développer. En fait, ça vient peut-être de là. C'est clair, l'indépendance, elle n'est pas du tout pensée comme une façon de se retirer, de se recentrer sur soi-même, mais plus de développer des partenariats d'égal à égal. C'est plus ça qui se joue. Dans une de tes notes de blog, tu écris que le Groenland est uni, mais esseulé face aux puissances coloniales. Là, je te cite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette union, en fait ? Parce que tu nous expliques depuis tout à l'heure que c'est des territoires qui sont extrêmement séparés, il n'y a pas de route. Bon, certes, on imagine qu'il y a la télécommunication comme aujourd'hui partout. Bon, mais quand même, on voit là avec nos lunettes de français où il y a des fractures entre un département et un autre, même un arrondissement parisien avec un autre. Bon, les proportions sont gardées, mais comment tu vois, toi, et tu décris cette union groenlandaise ? C'est vrai, dans la question précédente que tu posais sur les sujets récurrents des médias, il y a aussi cette question du fait que la société groenlandaise tend à être de plus en plus centrée sur Nuuk, sur la capitale, ce qui crée et renforce des marginalisations, en particulier entre la côte ouest et la côte est. Il y a un vécu d'être marginalisé par rapport à une capitale qui ne veut pas investir, qui ne veut pas écouter
et dont les décisions sont prises sans l'aval local. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui revient très souvent. Et une verticalisation, peut-être, il y a quelque chose, ils vont connaître Paris et sa province, peut-être un peu le même genre que nous. Il y a une verticalisation, effectivement, et c'est bon, je sais que c'est bon à Itokotormit, mais c'est aussi bon un peu plus au nord de Nuuk, sur la côte ouest. Il y a aussi à Uummannaq, il y a aussi cette idée que le pouvoir n'est pas exercé localement, et ça, c'est un problème. Et il y a toujours Nuuk qui décide pour tout le monde. Donc ça, c'est extrêmement central. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, l'unité se crée, mais elle se crée parce qu'il y a une unité. Malgré ça, il y a une unité sur l'idée d'être indépendant. Oui, il y a ce projet-là qui fédère. Ouais, c'est 93% des suffrages aux dernières élections l'ont été pour des partis indépendantistes à court, moyen ou long terme. Mais seulement 7% des suffrages pour un parti qui était plutôt pour rester dans l'union avec le Danemark. Donc il y a une vraie union déjà sur cette idée-là. Et il y a une vraie union aussi, c'est ça qui crée l'union aussi des partis politiques face aux États-Unis. Et aussi, cette union, elle est aussi créée par la position de beaucoup de Groenlandais et Groenlandaises, des mouvements anticolonialistes et décoloniaux au Groenland, qui sont des mouvements en solidarité avec les autres peuples opprimés. Que ça soit, par exemple, en Palestine, il y a un slogan qui a fleuri à l'occasion du génocide à Gaza et à l'occasion aussi des velléités de l'expression des velléités de Donald Trump, c'est « de la calotte glaciaire à la mer ». Et c'est ce slogan qui permet de connecter l'oppression vécue des Groenlandais et Groenlandaises avec les autres oppressions des autres peuples à travers le monde. Et à ce titre, je pense que l'absence de réaction européenne, la réaction complètement à côté d'Emmanuel Macron sur l'enlèvement de Cilia Flores et Nicolas Maduro, laisse le Groenland bien seul à défendre le droit international et le droit des peuples opprimés. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a une forme de solitude, parce que le Groenland et la plupart de la population groenlandaise a une lecture des conflits basée sur le droit international et porte cette parole-là, tandis que les puissances européennes le portent de manière tellement faible, que ce soit au Venezuela, mais que ce soit à Gaza avant ça, cette insistance sur le droit international et le droit des peuples opprimés, le Groenland, il est un peu seul parmi ses partenaires à le porter. Bien sûr, même si il était intéressant et même important de noter qu'il y a un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que là tu fais référence au tweet lunaire du président Macron et insuffisant de son ministre des Affaires étrangères quand Maduro a été kidnappé, etc. Mais ils ont réagi de manière différente quand Trump a appuyé fortement et demande aujourd'hui de s'approprier, c'est le terme qu'il utilise, un des termes qu'il utilise, le Groenland, il y a pas là la même. Mais effectivement, lorsque dans un cas, le droit international n'est pas, n'est pas respecté, ça affaiblit une position de non, le Groenland non. Oui, mais du coup vous m'avez dit pas non pour l'autre, donc on imagine que ça réside ici en fait, le fait qu'ils se sentent isolés et esselés comme tu nous l'expliques là en fait, ça réside là. Ouais, ça réside complètement là, et dans le sens aussi où le Groenland, quelles sont ses protections vis-à-vis des États-Unis s'il n'y a pas le droit international? Elles sont extrêmement faibles, parce que les États-Unis sont installés au Groenland, ont une base militaire. Tout à fait, ouais. Au Groenland depuis les années 50. Donc, qui sert d'ailleurs au dôme d'or, le fait de se protéger des potentiels missiles venus de Russie ou de Corée du Nord. Et c'est important pour eux. C'est pour ça qu'ils le disent comme ça, les États-Unis, tout du moins à travers Trump, que c'est important pour leur sécurité nationale. Donc, il y a cet argument-là qui est fort. Il est extrêmement fort, mais d'un autre côté, les États-Unis disposent déjà de cette base et ont déjà un accord avec le Danemark et le Groenland pour augmenter leur effectif militaire et les infrastructures militaires au Groenland. Donc ils n'ont en soi pas besoin d'une annexion pour se sécuriser, s'ils pensent qu'il faut qu'ils se sécurisent en développant de nouvelles infrastructures au Groenland. C'est déjà possible avec les accords actuels. Donc, la raison est ailleurs. La raison est probablement ailleurs. Et les Groenlandais sont forcément extrêmement méfiants par rapport à l'impérialisme américain, parce que cette base de Pituffik, qui est dans le nord-ouest du Groenland,
elle réside là aussi, sa création, l'histoire de sa création, c'est l'histoire de la dépossession des lieux des habitants de Tulé, de la région, qui se sont vus expulsés et relocalisés à plus de 100 km pour que les États-Unis puissent installer cette base militaire. Donc, ils connaissent très bien, et l'histoire leur rappelle que les États-Unis sont une force impérialiste qui grignotera tout ce qu'ils peuvent grignoter dans leur pays. Donc, ça nourrit aussi le sentiment de méfiance Bien sûr. et les protestations contre Donald Trump. Bien sûr, bien sûr. Et tout ce qu'on se raconte depuis le début, tout ce que tu nous expliques, nous montre que cette prédation, n'est pas nouvelle, et cette prédation de Trump s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas du tout vide. C'est pas du tout, alors qu'il tend, tu le disais tout à l'heure avec tes mots, qu'il voit le Groenland, où il montre voir le Groenland comme un territoire vierge à exploiter pour le seul compte des États-Unis. Et en vérité, il y a une histoire longue, complexe, dans laquelle s'inscrit cette nouvelle prédation, cette nouvelle version de prédation des États-Unis. Peut-être dernière question avant de passer à la dernière partie, où on va faire le lien avec la géopolitique, un petit peu l'actualité du moment. Qu'est-ce que ce que je viens de résumer là dans cette question change dans la dynamique en fait sur le territoire là-bas? Qu'est-ce que le fait que Trump vient s'inscrire dans quelque chose qui n'est pas du tout vide, qu'est-ce que ça change dans les dynamiques de pensée sociale, décoloniale des Groenlandais? Ce que ça change, c'est que en fait, le colonialisme, l'impérialisme, ils ont déjà connu, et c'est pas, ils savent très bien que ce que propose Trump, c'est une nouvelle version et rien d'autre. Donc ça, c'est extrêmement clair pour à peu près tout le monde. Et c'est ce qui explique aussi que malgré les divisions qu'il y a eu au sein du royaume du Danemark, il y a une forme de repli au sein du royaume. Il y a des conférences de presse communes entre le Groenland et le Danemark. Il y a un rapprochement. Et ils savent très bien que pour sortir du colonialisme danois et de son actualité, ça passe pas par un rapprochement, quel qu'il soit, avec les États-Unis, si ce n'est peut-être économique à moyen terme. Mais là, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, c'est quelque part si, parce que tu me réponds là que en vérité, tu as une structure. C'est ce que je comprends. Moi, je ne suis pas chercheur, je suis journaliste, mais ce que je comprends, et ce que j'imagine les gens qui nous regardent comprennent, c'est qu'il y a une structure préexistante coloniale et impériale extrêmement, encore récente en fait, dans ce pays, qui fait qu'ils ne peuvent pas être dupes face aux velléités de Trump. C'est ça en gros que tu me dis? C'est complètement ça. Et je pense que ce serait intervenu il y a 10-15 ans, peut-être que la société aurait été moins préparée. Mais ces dernières années, il y a vraiment eu une prise de conscience assez massive. Aussi dans les discours politiques, il y a eu des discours politiques des premiers ministres successifs extrêmement virulents vis-à-vis du Danemark, et extrêmement virulents et extrêmement affirmatifs sur ce qu'on veut, c'est nous gouverner nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on a le sentiment que vous prenez des décisions pour nous, on va vous le dire, on va boycotter les réunions qu'il faut boycotter, on va se battre pour avoir notre place là où les décisions pour nous se prennent, quoi. On a l'impression que le Danemark est plutôt coopérant en fait avec cette décolonisation. Mais tu me disais quand on parlait avant l'émission que non, le peuple n'était pas forcément open à lâcher ce territoire. Et puis en 79, c'était pas le cas. Raconte-moi un peu comment c'était. Ce qui se passe, c'est que dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, quand démarre un peu la dynamique de décolonisation des différentes colonies à travers le monde, le Danemark, ils sont pas prêts à lâcher le Groenland. Et donc, c'est pour ça que le Groenland va passer du statut de colonie à partie intégrante du royaume. Et il ne va pas s'autonomiser tout de suite. Ça, c'était aussi dicté par des impératifs économiques. Et aussi, à l'époque, une industrie minière qui existait encore au Groenland, pardon. Qui profitait au Danemark. Qui profitait au Danemark. Et on peut en particulier parler de la mine d'Ivituts. Il y a eu un reportage, un documentaire récent réalisé par Naya Direndom Grogar, une chercheuse dano-groenlandaise, qui parlait de l'histoire de la mine d'Ivituts et de la manne financière que ça a représenté pour le Danemark de la fin du 19e jusque dans les années 70, si je ne me trompe pas. Et c'était une mine de cryolithes qui a permis aussi, durant la Seconde Guerre mondiale,
aux États-Unis de produire de l'aluminium pour les armes militaires. Et donc, cette mine-là, Divitsout, on a retracé son histoire coloniale, l'histoire de sa fondation dans ce documentaire. Et ce que montre notamment ce documentaire, et qui a fait un énorme scandale au Danemark, c'est la manne financière que ça a représenté pour le Danemark, une manne financière qui n'a pas profité au Groenland. Je crois que c'est de l'ordre de 54 milliards de couronnes, si je ne me trompe pas. C'est gigantesque, ouais. C'est gigantesque. Et donc, les Groenlandais, à la suite de ce documentaire, ont mis en cause le Danemark pour cette exploitation et le fait de ne pas avoir profité aussi de cette manne financière. Et ça a provoqué un gros scandale au Danemark. Le rédacteur en chef qui avait accepté la diffusion de ce documentaire a été viré, purement et simplement par la radio-télévision danoise. Ça dit quelque chose, ça, quand même. Hein. Ouais, ça dit quelque Radio chose public sur... et télévision publique, un média public. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, l'argument qui a été avancé, c'est la remise en question du chiffre de 54 milliards qui avait été avancé dans le documentaire, qui correspondait au chiffre d'affaires total reconstitué avec l'actualisation monétaire en couronne de 2025. Et donc, tout ce chiffre d'affaires représentait 54 milliards. Et donc, tout le monde est tombé sur l'économiste, qui était un économiste spécialiste de la colonisation, et qui donc savait de quoi il parlait. Tout le monde lui est tombé dessus. C'était un économiste indien, disant que ce chiffre était complètement... Surévalué ? C'était surévalué, ouais. Et que ça correspondait à un chiffre d'affaires, et donc pas un bénéfice. Ouais. Mais ce qu'il disait, cet économiste, c'est que même si le chiffre d'affaires n'est pas un bénéfice, le chiffre d'affaires, c'est ce qui a bénéficié, pas forcément directement à l'État danois, mais aussi aux entreprises danoises, aux sous-traitants danois. Donc c'est quelque chose qui a été injecté dans l'économie danoise et pas dans l'économie groenlandaise. Donc ça a fait un énorme scandale. C'était en quelle année, ça ? Ça, c'était la mine, c'était de la fin du 19e jusqu'à 1970 environ. Et le scandale a explosé. Et le documentaire, il date de l'année dernière. Ouais, voilà, donc c'est super récent. Et donc la radio-télévision danoise a viré le rédacteur en chef et a dépublié le documentaire de leur site web. Mais attends, ça date de l'année dernière, mais c'est extrêmement grave par rapport au fait de ce qu'on comprend dans ce que tu nous racontes depuis le départ, c'est-à-dire que cette marche de l'histoire qui va vers cette détermination de ce peuple, le fait qu'il soit autonomisé, le fait de pouvoir prendre toute part dans leur propre histoire. On a l'impression quand même que ce peuple danois, dans ses institutions et ses politiques, traduit leur volonté de donner aujourd'hui toute la liberté aux Groenlandais, mais en fait, on n'en est pas là. On n'en est pas là, et chaque avancée, c'est des batailles gagnées par les Groenlandais et Groenlandaises eux-mêmes, et c'est certainement pas octroyé par la bonne grâce du royaume danois. Pas du tout, c'est vraiment des batailles qui sont menées, et ce documentaire-là, dont je parlais, il rentre dans cette bataille culturelle pour montrer que le colonialisme a eu des conséquences économiques positives sur le Danemark, et même le Premier ministre à l'époque groenlandais a posé cette question assez ironique, parce qu'on demande toujours combien coûte le Groenland au Danemark. Oui, mais pas combien il rapporte. Voilà, et combien coûte le Danemark au Groenland aussi. Oui, aussi. Et donc voilà, ça c'est une des choses qui montre que chaque avancée pour le Groenland, elle est faite par des luttes qui sont menées par des personnes comme Naya Dirandom Krogar qui a fait ce documentaire, qui a participé à ce documentaire, et par des Groenlandais, et souvent des Groenlandaises, des femmes qui mènent des batailles pour faire entendre la voix des Groenlandais. Et au Danemark, est-ce qu'il y a un mouvement danois comme il peut y avoir en France un mouvement pro-palestinien? Tu viens un parallèle tout à l'heure avec Gaza. Est-ce qu'il y a un mouvement danois qui vient porter cette aspiration-là de liberté totale des Groenlandais? Il y a clairement un soutien. Je ne sais pas à quel point il est organisé, je connais moins les mouvements au Danemark, mais il y a des alliés qui soutiennent les Groenlandais dans leurs aspirations. Mais je pense que l'univers politique généralement est plutôt conservateur et se terre quand même dans ce récit de colons bienveillants
duquel le Danemark n'est pas tout à fait prêt à sortir, mais qui sommes-nous pour juger en tant que Français? Effectivement. D'ailleurs, c'est hyper intéressant d'en venir là, parce qu'il y a, je ne sais plus quelle personne sur un plateau de télévision français ces derniers jours, parce que ça parle tellement du Groenland en ce moment, pas que, mais ce sujet qui a fait quand même beaucoup la une, un commentateur disait un peu l'air paniqué de si on ne défend pas le Groenland, en tant que nous, Français, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la France est beaucoup sur le pont depuis quelques jours, à travers Macron, quid de nos territoires à nous? Si on laisse, vous voyez, tomber un territoire aux mains de Trump, ou alors peut-être les laisser prendre leur chemin, comme on a vu avec la Nouvelle-Calédonie, on a vu comment la France agit sur ses propres ex-colonies, quoi. Mayotte, enfin il y a plein de trucs, hein, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui rentre en... Tu faisais un pont tout à l'heure avec ta propre histoire, à toi, en tant que Français. Ouais, clairement, il y a vraiment une vision. La France adopte aussi une posture coloniale en essayant de protéger le Groenland. C'est aussi les territoires d'outre-mer qu'elle essaie de protéger. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la France a explicitement toujours rejeté dans sa diplomatie l'usage du terme de peuple autochtone. Or là, on parle de peuple autochtone au Groenland, d'Inuits. Et la France a toujours rejeté ce terme. Pour quelle raison ? La raison, elle est assez simple, c'est que la République est une république universaliste. Exactement, oui. Et que la reconnaissance de distinction au sein de la République... La divise. Et c'est pas le but. Et de la même manière que on pourrait considérer qu'on a des peuples autochtones qui font partie de la République française aujourd'hui, l'État se refuse d'une certaine manière à le reconnaître, parce qu'il y aurait aussi toute une dynamique qui consisterait à donner des droits spécifiques, à reconnaître des violences, et l'État n'y est pas prêt. Et c'est assez ironique du coup dans la situation du Groenland, parce qu'on se retrouve avec là maintenant un État français qui vient soutenir le Groenland, alors qu'il ne reconnaît pas d'une certaine manière la caractéristique principale de leur existence, à savoir le fait qu'ils se définissent, et c'est ça qui est important, c'est l'autodéfinition, qu'ils se définissent comme un peuple autochtone et comme des Inuits faisant partie d'un plus grand territoire que le territoire groenlandais qui leur a été assigné par la puissance coloniale. C'est vrai que c'est hyper intéressant comme lecture qui forme en fait des non-sens, une dissonance cognitive en fait au niveau de nos États, etc. Et c'est compréhensible. On peut pas faire les vierges effarouchées en disant oh là là, Macron comprend pas. Même Trump en vérité, je pense pas qu'il ne comprenne pas. Moi je pense qu'il est au contraire très terre à terre. C'est terrible, hein, sur le fait que oui. Pour American First, il faut le monde en fait. Il lui faut le monde. Donc le Groenland, pourquoi pas. Il y a là une vision prédatrice du monde en fait. Et évidemment, la France est puissante en grande partie grâce à ses ex-colonies qui lui offrent la seconde ou première zone maritime mondiale, enfin je ne sais plus, de pêche et d'exploitation. La moindre île, c'est tant de kilomètres autour, enfin c'est gigantesque. Et donc c'est pareil pour le royaume du Danemark avec le Groenland. Et donc potentiellement si un autre pays le récupère, quoi. C'est ça ce dont il est question. C'est clair que la colonisation persiste aussi par la puissance qui est octroyée par les anciennes colonies lorsqu'elles sont toujours sous l'autorité de la puissance coloniale. Et de la même manière qu'au Groenland, c'est la même chose avec la Kanaki, la Réunion, Mayotte. Je ne vais pas les citer, bien sûr. Ça serait long. Bien sûr. Mais effectivement, il y a un parallèle. Et c'est aussi ça qui est intéressant quand on fait de la recherche sur l'histoire coloniale de notre pays, c'est que constamment on est renvoyé à notre propre histoire, mais aussi à nos propres les marges de notre histoire qu'on connaît mal, qu'on connaît peu, qu'on connaît pas. Et je pense que si ça serait peut-être plus intéressant d'aborder la question du Groenland sous cet aspect-là. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de notre propre rapport à l'altérité au sein de l'État français, plutôt que se concentrer sur les déclarations de Trump qui varient d'une minute à l'autre et ne font pas nécessairement beaucoup de sens bout à bout, quoi. C'est vrai, c'est tout le but de Reboot apparemment. On essaye. On va terminer notre entretien du coup en essayant de faire un pont entre ce qui relève de l'actualité chaude. Alors on enregistre, on est le mardi 20 janvier, ça fait près de 2 heures qu'on est dans ce studio sans connexion avec le reste du monde. Peut-être, sans doute que Trump a encore sorti une dinguerie, on ne sait pas, les réactions en face, etc. Il y a un SMS qui a été
pendant qu'on se rejoignait tout à l'heure du président français SMS privé a envoyé à M. Trump qui a été rendu public ces dernières heures. Les choses, ça va très très vite. On ne s'inscrit pas d'ailleurs, notre entretien ne s'inscrit pas dans cette temporalité-là, mais on va faire le lien un petit peu entre cette actualité chaude et les réalités vécues sur le terrain que tu connais bien. Toujours dans ton blog, tu cites un média danois qui a écrit, je cite, « L'affaiblissement des positions européennes vis-à-vis du droit international du Venezuela à Gaza rend toute position de soutien au Groenland inaudible. » On en parlait un peu plus tôt, mais c'est le moment d'en parler maintenant. Qu'est-ce que tu crains véritablement pour le Groenland aujourd'hui, malgré les prises de position française à Bruxelles ces dernières heures, ces derniers jours? Est-ce qu'on peut encore craindre quelque chose? Est-ce que c'est sérieux? Ou alors non, en fait? Enfin, c'est un peu binaire comme possibilité, mais je pense qu'il faut répondre à cette question comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore quelque chose à craindre ou alors pas du tout? Parce qu'il l'a dit, avant de te donner la parole, Séjourné a encore dit hier, c'est impossible que les États-Unis prennent le Groenland. Je pense que la position de la France, c'est une position rhétorique. La première ministre danoise a dit que si les États-Unis attaquaient ou annexaient le Groenland, ça serait la fin de tout. C'est aussi des déclarations performatives. C'est dans l'idée que ça n'arrive pas. Moi, je serais beaucoup plus prudent parce que le passé récent a montré que les événements qui sont arrivés, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils arrivent. Et je ne pense pas qu'on puisse prédire quoi que ce soit de ce qui se passe dans la tête de Trump et quelles sont ses motivations et quels sont ses objectifs à court terme, quels sont ses plans. Donc moi, je suis extrêmement prudent sur qu'est-ce qui peut se passer. Ceci dit, ce que je disais dans l'extrait que tu citais et qui reprend un média danois, c'est effectivement, comme je le disais avant, l'affaiblissement du soutien au droit international fait que l'argument du droit international moins bien. Ne tient presque plus. Oui. Il tient plus. Et le dernier argument, c'est l'OTAN. C'est effectivement l'OTAN. C'est un pays de l'OTAN. Et donc, la réaction française et européenne et danoise, c'est d'essayer de montrer qu'ils vont réinvestir le terrain militaire au Groenland, qu'ils vont être présents sur le terrain, même avec très peu de militaires, mais qui vont occuper aussi la scène militaire. C'est ça la réponse. Mais de là à dire que ça suffit, que rien ne pourrait arriver, en fait, c'est très incertain. On parlait du SMS tout à l'heure. Il montrait Emmanuel Macron qui essaye d'organiser une réunion parallèle à Davos. Ils sont à Davos en Suisse ces jours-ci, cette semaine, pour essayer de connecter un représentant du Groenland, le Danemark. Même il a parlé de l'Ukraine. Tout le monde en même temps pour qu'on parle avec Trump. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que machin. Mais il y a en même temps une forme de soumission quand même aux États-Unis, puisque ça reste quand même une puissance gigantesque, la première ou la seconde avec la Chine, mais peu importe, c'est une puissance qui est particulièrement dominante pour l'Europe, puisque tu as cité l'OTAN à l'instant, c'est quand même pas rien, c'est le pays qui appuie sur le bouton ou pas des armes et des avions qu'on commande, sans leur aval, on ne peut pas les utiliser. Enfin, c'est très très compliqué, mais il y a là peut-être une situation où tout réside entre les mains de Trump, en fait. Est-ce qu'il y a encore de la possibilité à ce que des réponses puissent être? Parce qu'on a dit tout à l'heure, le Danemark, l'Europe pèse pas grand-chose face aux États-Unis, dans certaines mesures, parce qu'après, le marché est très important en Europe. Mais les 57 000 personnes au Groenland, les déclarations de Trump qui sont extrêmement va-t-en-guerre, la façon dont il s'est exprimé contre le Premier ministre, etc. Toi, tu as des liens avec ces personnes là-bas. Comment c'est perçu, ça, cette velléité? Est-ce qu'ils voient ça, les gens là-bas, comme des provocations Trump dont on a l'habitude de voir? Ou alors ils le prennent au sérieux, ils disent « Ouh là là, on est en danger ». Je pense que ça date de 2020, les premières provocations de Donald Trump à ce sujet-là, ou même 2019. 2019, oui. Ouais, 2019. Donc au début, forcément, il y avait une forme de... C'est quelque chose qui faisait peut-être rigoler en un sens, et de l'autre côté, qui poussait à affirmer ce qu'on voulait pour le Groenland. Donc pas les États-Unis, pas le Danemark, mais le Groenland. Ça, c'était dans un premier temps, mais aujourd'hui, vu les seuils qui ont été franchis, on est à la fois sur de l'exaspération, parce que ça se répète depuis décembre, même peut-être un peu avant. C'est tous les jours que Donald Trump il va de sa petite phrase, relancée par les médias qui cherchent la petite phrase aussi. Oui, c'est une économie. C'est une économie extrêmement fertile, circulaire. Et donc là, exaspération, mais beaucoup d'inquiétude. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'inquiétude là ces derniers jours
même peut-être ce mois-ci, beaucoup d'inquiétudes parce que vu que ça se répète et que c'est de plus en plus virulent et qu'il y a eu l'invasion du Venezuela, l'enlèvement de Maduro et Cilia Flores, vu qu'il y a eu ça, on se dit que maintenant tout est possible, donc forcément il y a une inquiétude qui se fait sentir. Et ce qui est très important de souligner, c'est qu'il y a eu une mobilisation assez massive ce week-end, à la fois à Nuuk, dans d'autres villes au Groenland et au Danemark, dans plusieurs villes, qui étaient des manifestations clairement anti-Trump, qui lui disaient de rentrer chez lui, qui lui disaient qu'il ne serait pas colonisé une deuxième fois, un peu en référence au film d'Ajoub Pieter, qui s'appelle Twice Colonized, de 2023, qui parle, justement, c'est une avocate inuit, qui parle de la double colonisation du Canada et du Groenland, deux pays auxquels elle appartient. Et référence à ça, les Groenlandais ne veulent pas subir une deuxième colonisation, et encore moins par les États-Unis. Donc il y a eu une réaffirmation très forte et un soutien très large de la communauté au Groenland, mais aussi de toutes les personnes qui sont connectées au Groenland d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la diaspora au Danemark, mais aussi de toutes les personnes qui ont un lien avec le pays. Donc il y a eu cette mobilisation, et ça, je pense que pour en avoir parlé avec certaines personnes qui étaient dans ces manifestations, c'est créateur de force et un peu d'espoir sur le fait que les Groenlandais vont tenir ensemble. Mais là encore, face à Trump... Bah oui, c'est ça. Face à Trump, là, je vais te lire un extrait de ce qu'il a posté hier. Il est à Davos, je te l'ai dit, il a posté, comme je l'ai clairement exprimé à tout le monde, le Groenland est essentiel pour la sécurité nationale et mondiale. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors là aussi, peut-être que c'est un vœu d'autoréalisation, évidemment, c'est la politique géopolitique. Tout le monde est d'accord là-dessus, dit-il. On a cité les faits tout à l'heure que ce n'était pas le cas, il faut le préciser encore une fois, mais il le dit. Et de conclure son tweet, enfin c'est pas un tweet, mais sur son réseau social, les États-Unis d'Amérique sont de loin le pays le plus puissant du globe. Là aussi, peut-être il y a un message aux Chinois ou à l'Inde qui monte aussi dans le futur. Nous sommes la seule puissance capable d'assurer la paix dans le monde entier, et cela passe tout simplement par la force. En capital et en point d'exclamation. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire ? On arrive à la fin de notre discussion, mais ça, ce genre de message-là, est-ce que toi aussi tu le vois à travers ton analyse de la situation là-bas, mais aussi tes relations avec les Groenlandais? Comment tu vois, est-ce que ça, c'est perçu comme le caprice du président d'un État qui peut, dans le futur, devenir deuxième, troisième puissance mondiale, et on essaye ou alors autre chose? Je pense que ce que ça révèle surtout, c'est que les États-Unis ont une puissance que personne n'ose remettre en question aujourd'hui, ne serait-ce qu'en rappelant le droit international. Donc dans la mesure où personne s'oppose à Donald Trump, que les autres puissances, que ce soit les puissances européennes, ont l'impression, psychologisent beaucoup Donald Trump, oui, et cherchent à le caresser dans le sens du poil. À le ménager, c'est vrai. À le ménager. Oui. Et donc il y a aussi ça, c'est vécu comme une absence de réaction forte à Donald Trump. Et donc d'une certaine manière, il n'y a rien qui peut empêcher Donald Trump d'annexer le Groenland du jour au lendemain s'il le souhaite. Il y a très peu de choses qui l'empêchent, si ce n'est la volonté d'un peuple à être gouverné par lui-même. Voilà. On imagine, je ne sais pas si on peut imaginer Donald Trump sensible à ce genre de choses, les dingueries qu'il sort tous les jours sur le fait, encore une fois, voilà, il n'a pas eu le prix Nobel de la paix ou je ne sais qui, et donc, il en parle tous les jours, et du coup, il dit qu'il ne va pas forcément... Enfin, je ne sais plus que la phrase qu'il dit, mais je ne suis plus tenu à travailler à la paix. Enfin, c'est autant de provocations qu'il sort tous les jours, mais c'est son style aussi, quelque part. Moi, je me souviens que... Là, je te parle de mon point de vue en tant que journaliste à Paris, qui fréquente le pouvoir français, à l'Élysée, etc. Il y a quelques années, encore une fois, quand Trump, la première fois qu'il était élu, on nous disait, on demandait des réactions en off au porte-parole du gouvernement, mais aussi aux collègues qui travaillent avec le président de la République, aux conseillers, le mot que je cherchais, et on me répondait, on ne va pas réagir à chaque fois que le président Trump dit une connerie. Enfin, évidemment. Là, les gens ont changé.
On a l'impression, dans ce que tu nous racontes là et de ce qu'on voit ensemble, on a l'impression que les choses ont évolué et c'est peut-être là une zone incertaine, une zone complètement floue. On peut voir, on peut réduire peut-être ça à la réponse que tu viens de me faire à l'instant. L'autodétermination d'un peuple, la capacité dont il va réussir à faire preuve pour résister face à un impérialisme de 2026, quoi. C'est ça, en fait, on peut résumer ça comme ça, peut-être. Oui, c'est la conclusion, en fait, c'est la fin. Peut-être, c'est comme la dernière question, c'est ça, il n'y a pas de question, c'est... Antenne libre, à toi de t'adresser aux gens qui te regardent et à moi en même temps. Quelle est la dernière phrase, le dernier message que tu as à faire passer aujourd'hui ? Non, ce que je pourrais simplement dire, c'est qu'il y a beaucoup de Groenlandais, de Groenlandaises qui s'expriment sur ce qui se passe. Vous pouvez les suivre sur Instagram, qui sont assez actifs sur Instagram. Je pense à Aka Hansen, qui est une cinéaste et militante décoloniale. Anaya Grogar d'Irandom, qui est aussi une militante décoloniale, à ma collègue Kuluk Helms, qui partage aussi son expérience de doctorante sur ces sujets en travaillant au Groenland, et puis son vécu de Groenlandaise face à cet impérialisme qui, effectivement, comme on le disait, je pense que Trump n'a pas la finesse de comprendre la nécessité d'un peuple à s'autodéterminer. Sinon, il aurait une approche bien différente. Et je vous invite aussi j'invite tout le monde à se renseigner sur l'histoire coloniale du Groenland, qui fait souvent étrangement écho à l'histoire coloniale de la France. Parce que, par exemple, si on prend la stérilisation forcée des femmes au Groenland, j'ai découvert pendant ma thèse ma propre ignorance coloniale en me rendant compte que c'est ce qu'on a fait aux femmes réunionnaises. Donc... Voilà. Ouais. On salue évidemment ta collègue aussi au passage qui nous regarde peut-être, sans doute, puisqu'elle parle français. C'est ça que tu m'expliquais. Oui, tout à fait. C'est ce qui est pas courant, j'imagine. Là-bas, ils ont déjà 3 langues à maîtriser d'apprendre cette langue-là. Merci à toi, en tout cas, Tanguy, d'être venu jusqu'ici. Merci à toi. Avec plaisir. Je rappelle que tu es chercheur en sciences sociales, spécialisé sur les questions d'injustice environnementale et de colonialité, en particulier du Groenland. C'est juste ? Tout à fait. J'ai bien résumé la chose. On retrouve du coup ton travail en ligne, tu as un site internet, on mettra le lien en barre de description, bien évidemment. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet épisode de Reboot jusqu'au bout. Retrouvez les entretiens précédents en vidéo sur YouTube et en podcast sur les plateformes habituelles. Venez, si vous le souhaitez, continuer la discussion dans l'espace commentaire. Partagez cet épisode autour de vous et abonnez-vous sur YouTube et mes autres réseaux, c'est gratuit. Contrairement à la production de cette émission, vous le savez, que ce soit pour les entretiens fleuves comme celui-ci ou la version talk show de l'émission en direct et en public, je ne peux compter que sur vous, sur votre soutien pour garantir mon indépendance éditoriale. Faites un don libre et idéalement un abonnement mensuel sur jemil.fr/reboot. Le lien est dans la description. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez pas, l'histoire n'est jamais écrite d'avance, on peut toujours la rebooter ensemble. Salut l'internaute.